pourquoi le manganèse? C'est vrai que le manganèse, ce n'est pas un élément majeur dans la nutrition de la vigne. C'est un oligo-élément, donc les besoins, c'est de quelques centaines de grammes par hectare et par an. Et ce n'est pas un gros problème au niveau du Beaujolais actuellement, en tout cas sur la vigne. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est plus au niveau du vin qu'on va aller voir. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes d'export il y a maintenant 5 ans au niveau des vins du Beaujolais, qu'on eu des vins refusés. Tout simplement au niveau de la Chine, parce qu'ils ont une teneur maximale de manganèse dans les vins qui est 2 mg par litre. Sachant que cette valeur de 2 mg par litre, ce n'est pas du tout un problème de santé publique, mais plus un problème de fraude. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'était pour éviter qu'il y ait des vins frauduleux qui rentrent au niveau de la Chine. Ceci dit, donc c'est quelque chose qui est remonté au niveau de l'OIV, donc l'Office international de la vigne et du vin, où il y a une synthèse bibliographique qui a été faite, et ils ont montré, donc d'une part, en effet, qu'en termes de santé, 2 mg par litre, et même largement au-dessus, ça ne posait pas de problème, et surtout, cette synthèse bibliographique, même si elle n'est pas complète, on va dire qu'elle montrait que ça pouvait être tout à fait d'origine naturelle. Ceci dit, il manquait quand même pas mal de connaissances, notamment entre le lien qu'on avait entre le sol, le manganèse du sol, le manganèse qu'on pourrait retrouver dans la vigne et le manganèse qui allait jusqu'au vin. Donc c'est pour ça qu'on a monté cette étude, pour étudier ce passage sol plan de vin du manganèse, et notamment en lien avec la carte pédologique que vous a présentée Isabelle à l'instant. Donc dans un premier temps, Isabelle va vous présenter un petit peu le manganèse dans les sols, pourquoi il est dans les sols, pourquoi il y a certains types de sols qui sont plus riches, puis ensuite je reprendrai la main pour présenter l'étude et puis surtout les résultats. Le manganèse, c'est un métal blanc qui est relativement courant, c'est 0,5% de l'écorce terrestre, qui se rencontre dans les roches magmatiques, donc dans les roches volcaniques, beaucoup plus que dans les granites. Mais au départ, il est déjà dans les minéraux des roches magmatiques. Pourquoi on parle du manganèse en Beaujolais? Si effectivement il y avait des filons, il y avait un filon extraordinaire à Romanèche, donc qui était recensé depuis très longtemps dans des très vieux documents. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il apparaît que le Beaujolais est très riche. Il y a plusieurs sites très riches en manganèse, mais il y avait la mine de Romanèche. Et cause ou causalité, on trouve beaucoup dans la littérature, ça c'est un Le saviez-vous qui se trouve au Tour au Parc. Magnifique panneau, que le manganèse se retrouve dans les vins, c'est ça qui fait la qualité des vins. C'est vrai que ça a été longtemps marqué, moi ça m'avait interpellée, je me disais c'est plutôt toxique, je vois pas pourquoi, etc. Donc on a réfléchi et puis il y a eu ce problème d'importation qui nous a un petit peu remis un peu sur cette voie. Donc le manganèse, c'est dans le tableau périodique, vous vous rappelez quand vous étiez petit en chimie, c'est juste à côté du fer. Donc il se comporte exactement comme le fer. Quand c'est acide ou trop humide, c'est réduit, il est soluble. Quand il y a de l'oxygène et qu'il fait sec, il est oxydé et il est insoluble. Donc il va se déposer. Et à ce moment-là, il va devenir tout noir. D'où vient le manganèse? Donc je vous ai dit, il y en avait dans les roches volcaniques. On va en trouver beaucoup dans les terrains où on a trouvé, ce n'est pas du tout dans les roches volcaniques. Alors d'où il vient? Ces roches volcaniques, ça c'était le log. Où il est le truc là? Le log, voilà, il y a la colonne, les roches sédimentaires, les calcaires, et puis tout au fond, les granites et les roches bleues. Ces roches, en fait, elles ont été fracturées, elles se sont décomposées, il y a eu des fissures, et il y a eu de l'eau chaude, bouillante, qui traversait les granites et les roches volcaniques, qui sont remontées dans les calcaires. Donc on a des imprégnations hydrothermales, on dit, hydrothermales, comme des sources, et des imprégnations d'eau chargée en fer et en manganèse qui a été dissous et qui vont se redéposer dans les calcaires. Donc, voilà d'où vient le manganèse dans les calcaires. Donc, on a des teneurs qui varient de 2 à 400 parties pour million selon nos analyses, et on voit que, vous voyez, quand je retourne, c'est pas du tout au hasard. Vous voyez, les zones très violettes, là, elles sont vraiment sur une ligne et sur des types de terrains qui sont particuliers, les argiles résiduelles et les dépôts anciens. Plus quelques points dans des terrains du Trias. Voilà, donc les argiles résiduelles, c'est les argiles autour de l'Hiergue, couvertes de silex et de chaille noire. Les formations de piémont, c'est toutes les formations de piémont lessivées, ces sols très acides, très argileux. Et quelques marnes du Trias qui sont perdues un petit peu dans les coteaux à Thésée et ailleurs, qui sont très souvent, mais il n'y en a pas beaucoup, riches en manganèse. Dans les 3 cas, c'est des formations différentes. Qu'est-ce que je voulais montrer là? Voilà.
avec des teneurs, vous voyez, qui vont... on est habituellement autour de 10 ppm, et puis dans ces 3 familles-là, on est plutôt autour de 80-90 ppm, avec des pointes dans certaines variantes de ces familles. Voilà, donc je pense que tout ça, ça sera dans le diaporama. Mais dans ces familles, il n'y a pas que le manganèse qui varie. Il y a les pH, il y a le taux d'argile et il y a le taux de matière organique. Et on va voir avec Jean-Yves que les 3 sont très liés et que selon l'accompagnement du manganèse, il va plus ou moins passer facilement dans la plante. Donc on peut avoir des fortes teneurs dans les sols, comme dans les argiles à chaille, mais avec des manganèses qui passent a priori, qui sont très complexés et qui sont très peu mobiles. Donc le trias, une petite diapo, voilà, il y avait des lagunes, ça s'évaporait, il y a beaucoup de dépôts de fer, des argiles très colorées. Donc là, je passe. Les argiles à chaille, elles proviennent de la dissolution des calcaires. Alors au début, les calcaires en contenaient un petit peu, puis à force de fondre, ben, ça s'est concentré. Donc on a beaucoup de manganèse dans les argiles à silex, au moins en surface. On en a des fois en moyenne 150 sur certaines familles d'argiles à silex. Voilà. Donc en surface, il est essentiellement en surface celui-là. On verra après sa mobilité. Vous voyez, ça, il se dépose autour des cailloux, ça fait des silex qui sont un peu noircis, un peu comme carriés, et là il y a du fer et du manganèse. Et enfin, troisième mode de dépôt, c'est tout ce qui descend, tout ce qui est descendu des coteaux, toutes les eaux chargées. Ça marche pas là. Non, je n'appuie pas sur la bonne. Les eaux chargées en fer acide qui descendent des coteaux calcaires pas calcaires, granitiques et volcaniques, qui se chargent en fer, qui va se redéposer après dans les piémonts. Et dans ces sols qui sont assez engorgés, le manganèse est soluble et après, dès que la nappe descend en été, le manganèse va se redéposer. Donc c'est une troisième cause de terrains qui sont enrichis en manganèse. Donc on va trouver des croûtes, des mâches-fer, là, comme ça, voilà. On a même trouvé une énorme dalle, en fait, qui serait peut-être une grosse cimentation, mais sur plusieurs décimètres d'épaisseur. Ça, c'était sur Corcelles. Mais vous voyez, ça fait des traces comme ça, très noires, très reconnaissables dans les sols. En fait, le manganèse, quand il est noir et qu'il se voit, c'est pas là qu'il est le plus toxique parce qu'il est insoluble. Ou qu'il est le plus mobile, parce que justement, il ne va pas bouger. Et là, selon ces dépôts qui sont très compliqués, on va avoir des teneurs en surface ou en profondeur. Ça, c'est l'ensemble des sols du Beaujolais. Ça, c'est l'ensemble des sols de Piémont. Et vous voyez, il y a certains sols qui sont très riches, à la fois en surface et en profondeur. Et donc là, c'est là qu'on va observer des mobilités différentes, parce qu'on a des sols qui vont être très sableux et avec pas du tout les mêmes caractéristiques que les argiles à chaille qu'on a vues avant. Voilà. Ok, donc je vais poursuivre. Donc, du coup, on a monté cette étude au niveau du Beaujolais, donc avec un réseau. Donc on est parti de parcelles où il y avait eu des fosses de réalisées, qui étaient du coup bien connues au niveau pédologique. Donc réparties sur l'ensemble du Beaujolais, avec donc 4 parcelles. Alors, je vous parlerai de type de sol 1, 7 et 8. C'est ce que vous a présenté, ce que vient de vous présenter Isabelle, pour aller plus vite. Donc 1, c'est les sols granitiques. 7, je le rappelle quand même, c'est les argiles résiduelles. Et 8, c'est les formations de piémont. Donc au niveau, alors pourquoi on a rajouté, donc 7-8, elle vous a montré qu'en effet, c'était des sols en général qui étaient quand même riches en manganèse. Alors pourquoi on a rajouté le 1? Parce que c'est les sols granitiques, c'est emblématique du Beaujolais. On voulait voir comment ça se passe aussi dans ces sols-là. Vous voyez au niveau du nombre de parcelles qu'on a utilisé, 4, 5 et 6 dans chaque type de sol. Et puis dans chaque type de sol, on a essayé de faire varier donc, à la fois la teneur en manganèse du sol, le pH et la matière organique, puisque Isabelle vient de vous dire que c'était des facteurs qui jouaient de façon importante sur la libération du manganèse dans la solution du sol. Au niveau du protocole, du suivi qu'on a réalisé au niveau de ces différentes parcelles, on a regardé la teneur en manganèse donc, dans différents compartiments. D'une part dans le pétiole, le prélèvement de pétiole en début de véraison. Sur les raisins dans le mou à la vendange, extraction par centrifugeuse. Et puis également, on est allé jusqu'à vinifier, donc c'était en mini-cuverie. Donc 45 kg de vendange, vinification standard, c'est-à-dire qu'on a vinifié toutes les parcelles de la même façon. Et également chaque année, donc vous verrez que ça a duré sur plusieurs années, chaque année on a utilisé exactement le même protocole pour pas qu'il y ait d'influence également de la vinification et notamment aussi d'éviter éventuellement de transférer, je ne sais pas comment, mais éventuellement du manganèse au cours de la macération, notamment par des ustensiles qu'on peut utiliser dans la vinification.
On a également regardé ce que ça donnait au niveau rendement et vigueur, mais ça je ne vous le présenterai pas. Et donc c'est une étude qui a duré sur 3 ans, 2015, 2016 et 2017. Au niveau des résultats, donc dans un premier temps, je vous montre les moyennes qu'on a obtenues, donc à la fois dans les 3 compartiments, pétiole, mou et vin, dans les différents types de sols, donc 1, 7, 8, et puis les 3 années. Première chose qu'on peut, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, première chose qu'on peut voir, c'est que le type 7, donc les argiles résiduelles, c'est là où on trouve le moins de manganèse, quel que soit le compartiment. Alors que dans les 2 autres compartiments, et notamment dans les 2 autres types de sols, notamment le type 8, on a des valeurs qui sont bien plus élevées. Également, ce qu'on peut voir, mais on le reverra aussi un petit peu plus tard, c'est qu'il y a une différence aussi entre les années, entre les millésimes. 2016 donne des valeurs qui sont plus basses que 2015 et 2017. Troisième chose, au niveau des teneurs de manganèse dans les pétioles, on voit qu'il y a à peu près 40% des parcelles qui sont supérieures à 0,5 g par kilo de matière sèche. Alors ce 0,5, pourquoi 0,5, c'est la limite à partir de laquelle on risque d'avoir une toxicité en manganèse au niveau de la vigne. Donc vous voyez, il y a quand même 40%, donc c'est quand même des valeurs qui sont déjà élevées, avec des teneurs qui sont très très élevées pour certaines parcelles. Autre point aussi qu'on peut voir, c'est le manganèse dans les vins. Donc je vous ai dit, la limite en Chine, c'est 2 mg par litre. Il y a 68% des parcelles qui ont des teneurs de manganèse dans les vins qui ont plus de 2 mg par litre. Donc les 2 tiers des parcelles sont supérieures à cette limite de 2 mg par litre, avec une valeur maximale, on est monté jusqu'à pratiquement 15 mg par litre, pour vous donner un petit peu le niveau qu'on peut atteindre. Si on regarde un petit peu plus en détail, déjà la relation qu'on peut avoir entre les différents compartiments. Donc là, je vous ai mis en abscisse le manganèse pétiolaire et en ordonnée le manganèse dans les vins. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est très très bien corrélé. Donc la corrélation, pour la pression, on utilise ce qu'on appelle le R2, le coefficient de corrélation. Simplement, plus il est proche de 1, plus la relation est bonne. Donc vous voyez que là, on est sur des R2 qui sont très élevés. On va dire qu'au-delà de 0,80, c'est déjà très très bon. Là, on est à plus de 0,90. Donc déjà une relation qui est très bonne, et ceci, quel que soit le type de sol déjà. Donc le type de sol n'influe pas à ce niveau-là. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'au niveau des relations, on a 2015 et 2016, donc en vert et en rouge, qui sont à peu près équivalentes. Donc on a une relation manganèse pétiolaire, manganèse vin qui est à peu près correspondante. On voit qu'en 2017, on est un petit peu supérieur, on a des teneurs dans les vins qui sont un petit peu supérieures pour la même teneur en manganèse pétiolaire. Et puis également, si on confond les différentes années, on a quand même un R2 de 0,90, ce qui est élevé. Donc ce qui montre déjà que le manganèse pétiolaire, c'est aussi un bon indicateur de ce qu'on va voir ensuite dans le vin. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les relations. On a également une bonne relation entre le manganèse des mous et le manganèse du pétiole, même si les corrélations sont un petit peu plus faibles. Ce que je voulais vous montrer par contre, c'est la relation qu'on a entre le manganèse du mou, que vous avez en abscisse ici, et puis le manganèse du vin. Vous voyez que là encore les R2 sont élevés, très élevés, plus de 0,90, très bonne corrélation. Par contre, vous voyez que ça varie beaucoup plus d'une année sur l'autre, ça c'est le premier point. Et deuxième point aussi qui est intéressant à voir, je vous ai mis donc la courbe en noir, c'est la première bissectrice, c'est-à-dire les teneurs où la manganèse dans le vin correspond à la concentration qu'on peut avoir dans les mous. Vous voyez qu'à chaque fois, quelle que soit l'année, on a toujours des teneurs dans les vins qui sont supérieures à ce qu'on a dans les mous. Alors ça s'explique par le fait que le manganèse en fait se concentre d'abord dans les pépins, ensuite dans les pellicules et en dernier dans les pulpes. Ce qui fait qu'en fait au cours de la macération on a une extraction du manganèse, ce qui explique pourquoi on a plus de manganèse dans les vins que dans les mous. Un dernier petit graphique pour la comparaison entre ces compartiments, juste pour voir l'effet année que vous avez ici. Donc là je vous ai mis en abscisse la teneur en manganèse des pétioles en 2015, et puis en ordonnée, donc en rouge, la teneur des pétioles, en manganèse des pétioles en 2016 et en bleu en 2017. Vous voyez qu'en 2016, encore une relation qui est excellente. Vous voyez par contre qu'en 2017, on est sur un R2 qui est beaucoup plus faible, qui s'explique en fait essentiellement par une parcelle. Vous voyez Julie 15 qui est vraiment très bas ici, qui explique pourquoi la corrélation est moins bonne. Vous voyez que si on supprime ce point, par contre les points bleus ils sont relativement
bien alignés, grosso modo alignés sur la bissectrice, c'est la ligne noire que vous voyez ici. Donc tout ça pour vous montrer globalement qu'au niveau des années, la différence entre années, alors c'est vrai pour le pétiole, mais c'est également vrai, puisqu'on a une très bonne corrélation entre le pétiole et puis le vin, c'est également vrai donc pour le vin et puis pour le mou. C'est-à-dire que 2016, on a des teneurs globalement qui sont plus faibles, on l'avait vu également dans les moyennes. Donc ça peut s'expliquer par le cumul des précipitations. Vous vous rappelez, 2016, une année qui a été beaucoup plus arrosée que 2015 ou 2017, on le voit sur ce graphique. Donc ça pourrait expliquer notamment par des phénomènes notamment de dilution. On a eu plus de feuillage en 2016 du fait qu'on ait plus d'eau et surtout des rendements qui étaient plus importants. Donc du coup on peut penser à une dilution plus importante du manganèse dans la masse de vendange, ce qui expliquerait ces teneurs en manganèse qui sont plus faibles. Voilà, donc là je vous expliquais, on a vu les relations entre les différents compartiments. Là on va essayer de regarder la relation avec le sol lui-même. C'est aussi quand même quelque chose qui nous intéressait. Sachant que maintenant sur la présentation, comme je vous ai montré qu'il y avait une très bonne corrélation entre le manganèse des pétioles et le manganèse des vins, je vais me baser uniquement sur le pétiole. Alors pourquoi? Vous savez que 2016-2017, il y a eu des gros soucis de grêle sur certains coins du vignoble. Le réseau a été touché, donc on n'a pas pu aller jusqu'à la vinification des parcelles. Par contre, on a pu faire les analyses de pétiole. Donc je me baserai uniquement là-dessus. Je vous présenterai uniquement ça, mais bon voilà, sachant que c'est très bien corrélé au manganèse des vins. Et puis je prendrai comme exemple également 2016, parce que voilà, on avait, je dirais, toutes les parcelles qui ont pu être étudiées cette année-là, ce qui n'a pas été le cas en 2015 et en 2017. Donc de première chose logique qu'on va regarder, c'est le manganèse des sols. Relation entre le manganèse des sols que vous avez donc en abscisse et le manganèse pétiolaire que vous avez en ordonnée. Donc tous les graphiques que je vais vous montrer maintenant, à chaque fois vous aurez le manganèse pétiolaire en ordonnée, et puis on fera varier les différents paramètres du sol en abscisse. Donc les petits ronds rouges c'est les types de sol 1. Les petits carrés marrons, c'est les types 7, et puis les types 8, c'est les petits triangles gris. Alors si on regarde ça globalement, vous voyez qu'on ne voit pas vraiment de relation entre le manganèse du sol et le manganèse pétiolaire. Notamment, on a des parcelles qui sont riches en manganèse au niveau du sol, par contre. Donc qui sont riches en manganèse du sol, par contre qui sont faibles en pétiole. Et puis l'inverse est également vrai, on peut avoir des parcelles qui sont faibles en manganèse du sol, et puis riches en manganèse du pétiole. Si on regarde en fonction du type de sol, on a peut-être des petites tendances, c'est plus ou moins corrélé, là aussi on peut avoir une petite tendance, mais bon, c'est quand même pas très net. Donc ça c'est le premier point par rapport au manganèse du sol. Si on regarde ensuite donc, les différents paramètres dont vous a parlé Isabelle, qui peuvent jouer sur la libération du manganèse dans la solution du sol, il y a le pH. Donc vous voyez, là je vous ai mis globalement dans un premier temps. Vous voyez là, il n'y a pas vraiment de corrélation, par contre on a l'impression quand même qu'il y a une sorte de valeur seuil, c'est-à-dire qu'on va dire qu'en dessous de 6,5, au-dessus de 6,5, on a des valeurs en manganèse des pétioles qui sont faibles. Au-delà, c'est beaucoup plus variable, on peut avoir des valeurs faibles, des valeurs élevées. Si on met là-dessus le type de sol, là on voit que c'est un petit peu, on voit qu'il y a des choses qui ressortent un petit peu. Alors d'une part, sur le type 1, le R2, il n'est pas très bon, 0,44, donc qui est surtout lié au fait qu'on a une parcelle, la moule 24, qui est un petit peu décalée par rapport aux autres parcelles. Ça, c'est le premier point. Par contre, sur les autres types de sols, que ce soit, alors excusez-moi, on ne voit pas très bien parce que c'est en gris, sur le type 8, on a un R2 de 0,62, ce qui n'est pas trop mal, on va dire. Et puis sur le type 7, on a un R2 de 0,8, qui est plutôt bien. Donc on a quand même relativement, à part donc, les sols granitiques, on a quand même une relativement bonne corrélation entre le pH du sol et puis le manganèse pétiolaire. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la matière organique du sol, qui est également un des éléments qui peut jouer donc, sur la libération du manganèse dans la solution du sol, si on regarde ça comme ça, donc tout type de sol confondu, on voit qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui ressort. Il n'y a pas l'impression que la matière organique ressort. Si on passe, donc là je vous ai mis avec en différenciant les types de sol, on voit que c'est peut-être un petit peu mieux, on a peut-être une petite tendance, alors c'est un peu plus net sur les types de sol 7, les argiles résiduelles. Sur les types 8, c'est pas vraiment évident, c'est un peu éparpillé. Et puis pareil, sur les types 1, c'est pas non plus net à ce niveau-là.
Donc pas évident de voir la relation matière organique et puis manganèse dans les pétioles. Si on regarde l'argile, donc là je vous ai mis tout type de sol confondu, là on voit c'est un peu le même type qu'on pouvait avoir sur le pH, à savoir on a tendance peut-être à avoir une valeur seuil, au-dessus de 20% d'argile, on voit qu'on a des valeurs de manganèse pétiolaire qui sont faibles. En dessous, là c'est beaucoup plus variable. Là encore, si on remet les types de sol en évidence, on voit encore que le type 7 ressort. Voilà, grosso modo, là, plus votre teneur en matière organique diminue, plus on a de manganèse pétiolaire dans les manganèse dans les pétioles, excusez-moi. Pour les types de sol, c'est un petit peu moins évident. On voit aussi un petit peu quand même sur le type 1, c'est un petit peu moins évident sur le type. Et dernier paramètre qu'on a regardé, c'est la CEC. Donc CEC, c'est la capacité d'échange cationique du sol. Grosso modo, c'est la capacité qu'a le sol de retenir les cations, donc tout ce qui est chargé positivement, donc potassium, magnésium, et c'est le cas bien évidemment aussi du manganèse qui est chargé positivement, donc il va être aussi mieux retenu si la CEC est plus élevée. Donc là on peut le voir là tout sol confondu. Alors j'aurais tendance à dire en fait c'est un petit peu un indicateur agrégateur à la fois de la teneur en argile et de la teneur en matière organique. C'est pas tout à fait vrai, mais on peut un petit peu le confondre à ça. Donc ce qu'on peut voir là aussi, on retrouve un petit peu, on a quand même une tendance, à part ce point-là, on a quand même tendance à avoir une relativement bonne corrélation. Si on différencie les types de sol, on s'aperçoit que pour le type 8, la corrélation est mauvaise, le R2 est de 0,12, vous avez la courbe ici, essentiellement due à deux parcelles, donc Brou 06 et Julie 15, qui viennent perturber la relation. Par contre, pour les deux autres types de sol, donc que ce soit le type 1, les sols granitiques, ou le type 7, les argiles résiduelles, vous avez des R2 qui sont très bons. Donc une très bonne corrélation entre la CEC et puis le manganèse pétiolaire. Sachant que aussi des deux parcelles, donc pour vous dire aussi que c'est pas un seul facteur qui joue, c'est que, je sais pas, vous ne rappelez pas, mais le graphique par rapport au pH, Julie 15 et Brou 06 ne ressortaient pas. Tout simplement parce qu'en fait, ici, c'est plus le pH pour Julie 15 et Brou 06 qui va expliquer leur teneur en manganèse dans les pétioles, et pas la CEC. A l'inverse, tout à l'heure, je vous ai dit que la parcelle moule 24 ressortait au niveau du pH, c'est-à-dire qu'elle n'était pas corrélée par rapport aux autres parcelles. Elle ne ressort pas ici, tout simplement parce que là, c'est la CEC qui va expliquer sa teneur en manganèse. Elle a, par rapport notamment au sol granitique auquel elle appartient, une CEC qui est très élevée, qui explique qu'elle ait une teneur dans les pétioles notamment plus faible. Voilà, voilà ce que j'ai mis. Donc pour bien comprendre que c'est vraiment multicritère, c'est pas uniquement la CEC, c'est pas uniquement le pH, mais bien l'ensemble notamment des deux qui va jouer sur cette teneur en pétiole teneur en manganèse des pétioles et également des vins, puisque c'est vraiment corrélé. En conclusion, donc ce qu'on peut dire, on a bien vu qu'il y avait des fortes teneurs dans les vins du Beaujolais, notamment dans les parcelles qu'on avait sélectionnées. Je vous l'ai dit, on monte jusqu'à pratiquement 15 mg par litre. Importance du type de sol, alors qui va jouer notamment par l'influence qu'il peut avoir par l'intermédiaire de la CEC, capacité d'échange cationique, et de son pH. Si on résume, et ça rejoint donc ce que vous a expliqué Isabelle en introduction, au niveau des types 7, le fait qu'on ait des teneurs riches en argile, en matière organique, on complexe le manganèse, qui du coup n'est pas libéré dans la solution du sol et donc pas disponible pour la vigne. Donc on va se retrouver avec des teneurs en manganèse dans les vins qui sont faibles. A l'inverse, dans les sols de type 8, moins d'argile, moins de matière organique en général, du coup moins de complexation du manganèse. En plus, donc, on a cette tendance à la réduction qui fait que ça libère également plus de manganèse, du manganèse qui va être libéré au niveau de la solution du sol. Et ensuite, il y a également l'effet pH qui vient se rajouter là-dessus. Donc on a également plus tendance à avoir des vins riches en manganèse. C'est également le cas pour les sols de type 1, donc les sols granitiques, donc surtout parce qu'ils sont moins riches en argile, moins riches en matière organique. Et puis également sur les sols granitiques, l'effet pH aussi va jouer de façon aussi importante. Dès que vous allez avoir un pH qui est très faible, vous allez libérer du manganèse dans le sol et du coup avoir des teneurs dans les vins qui sont élevées.
Rappelez également, comme on l'a montré, que du coup le pétiole c'est quand même un indicateur très intéressant à ce niveau-là, au niveau du manganèse. Ça permet d'avoir une idée du manganèse qu'on va pouvoir trouver dans les vins. Et puis avoir en tête aussi qu'il y a l'effet macération. Donc là on a fait des macérations en mini-cuverie qui étaient de 6 jours. On peut penser aussi dans les crus, on a tendance à aller un petit peu plus loin au niveau de la cuvaison. On pourrait du coup extraire plus de manganèse et du coup avoir aussi des vins plus riches en manganèse que ce qu'on a pu voir ici. Voilà, bah écoutez, je remercie aussi au niveau du travail, donc d'une part les viticulteurs qui nous ont permis de faire cette étude, notamment on leur a pris quand même un petit peu de vendange, ce qui n'était pas toujours évident, notamment avec la grêle qu'on a eu, et puis les 2 millésimes 2015-2017 qui est quand même un faible rendement, donc je les remercie, et puis également tous ceux qui ont pu travailler à cette étude, notamment aussi les stagiaires qui ont travaillé à ce niveau-là. Voilà. Merci Marie.